page, toujours en ma compagnie, mais je ne fais jamais ce travail seul, il faut le dire. Je suis toujours accompagnée des grands chroniqueurs de l'émission qui sont Sémini aujourd'hui, Camara. Ça va? Ça va bien, merci. Et bien sûr, Sémini, quand on parle de Sémini, Josh n'est jamais bien loin. Hein. Je ne sais pas pourquoi, ils aiment tout le temps être ensemble. Là, ils vont nous dire ce qu'ils nous cachent. Josh, ça va? Bonjour Esther. Hein, comment ça va? Ça va et toi? Pourquoi tu réponds comme ça, calmement? Moi, je veux de l'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la causerie du midi, on s'intéresse aux différents types de familles qui existent. Donc, on a des grandes familles ou des petites familles composées de plusieurs frères et sœurs, plusieurs enfants, ou des situations de famille où on a des enfants uniques. Alors, on se pose la question de savoir, en 2022, qu'est-ce qu'on recommande à la nouvelle génération? De faire plusieurs enfants, niveau économique, niveau social, qu'est-ce qui est recommandé? Ou alors de juste avoir un enfant et de se consacrer à son éducation en toute entièreté. C'est tout de suite dans la causerie du midi. Notre premier invité, c'est un auditeur qui répond au nom de Zakaria Kaloga. Bonjour, monsieur Zakaria. Bonjour, monsieur Kamara. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bienvenue dans la causerie du midi. Merci. Ici, on se tutoie. Hein? Il n'y a pas de souci. D'accord. Et juste à côté, on a notre charmante invitée qui répond au nom de Kadia Toukondi, qui est PDG de Mwasi Kitoko. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Ah, c'est très important de le préciser, hein, parce que voilà. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la causerie du midi. Merci. Merci. Et comme Sémini le disait tout à l'heure, on se tutoie. C'est vraiment une causerie. D'accord. Détente. On va pas vous mettre le micro comme ça. Alors, parlez-nous de la situation politique du pays. Quand même. Non. Carrément. Déjà, pour commencer, c'est vrai qu'on vous a présenté rapidement, mais est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus amplement aux téléspectateurs? Bonjour, moi c'est Kadia Toukondi, je suis la gérante de la marque Mwasi Kitoko. C'est une marque de vêtements et accessoires africains. D'accord, ok. Enchantée. Enchantée, merci. Merci. Et par rapport au thème, donc tu fais partie d'une grande famille ou d'une petite famille? D'une grande famille, okay. Je suis issue d'une famille polygame. D'accord. Ouais. De combien d'enfants? De 11 enfants. Et je suis ma mère, nous sommes 5. Et je suis la Benjamine, je suis mon papa et je suis ma maman. D'accord, ok. Oui. Ah, la Benjamine, la chanceuse. Zakaria? Oui. À ton tour, tu te présentes aux téléspectateurs. D'accord. Bonjour, moi je me nomme Kaloga Zakaria, auditeur dans le cabinet IIA, Institute Internal of Auditors, qui fait le contrôle de qualité et l'audit interne. D'accord, ok. Ouais. Et toi, tu fais partie d'une petite famille? Ouais, je suis enfant unique. D'accord. Ouais. Moi, quand quelqu'un me dit je suis enfant unique en Afrique, je trouve ça impressionnant. Ou pas vous? Bon, moi pas vraiment, parce que les parents africains n'ont pas la même manière de voir la vie. Hein. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas impressionnant. Ah ouais? C'est juste impressionnant. Bon, quand elle me dit que c'est impressionnant... Bon, comment toi tu considères ça? Quand tu dis que tu es enfant unique, tu ressens des regards qui disent ah bon ou pas du tout? Ben après, à la base, je me dis que c'est une volonté divine. Hein. Ok, d'accord. C'est une volonté divine. Moi, parce que j'ai eu un coup dur dans ma petite enfance. Dès l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon papa. D'accord, ok. Ça n'a pas été facile. J'ai eu une mère qui a été présente pour moi. Et aussi son entourage, sa famille, des oncles adorables, des tantes et tout. D'accord. Mais je me suis toujours épanoui dans ce sens. D'accord. Donc tu t'es épanoui parce que c'est vrai que quand je dis que c'est impressionnant, et quand on parle de la famille africaine, généralement, on imagine un monsieur, déjà polygame, très souvent, qui a plusieurs enfants. Oui, mais après, j'oubliais de signaler, je suis un fruit de la polygamie. D'accord. Mais je suis unique du côté de ma maman. D'accord, ok. Oui, d'accord, oui, ça compte aussi. Voilà. J'ai des frères, à la base, on est 10. Okay. J'ai 9 frères et sœurs, mais je suis unique du côté maternel. D'accord. Et c'est ça, je trouve ça quand même impressionnant. Parce qu'avant, c'est ce qu'on recommandait aux parents de faire plusieurs enfants. Mais c'est vrai que là, ce sont les circonstances qui ont voulu que tu te retrouves seul. Mais quand même, tu as grandi en tant qu'enfant auprès de ta maman. Et toi, Khadiatou? Bon, comme nous sommes déjà en Afrique, on sait que la plupart des familles, c'est des grandes familles, polygames ou pas. Mais quand même, même dans les familles monogames, en fait, on trouve avec beaucoup d'enfants, 5, 3. Donc, bon... trouver en fait par exemple dans des familles comme pour Monsieur Zakaria. Enfin moi c'est vraiment impressionnant pour moi parce que c'est très rare en fait. C'est très rare d'en trouver.
C'est bien ce que je disais au départ. Bon, Sémini et Josh, vous faites partie aussi de grandes familles. Oui, bien sûr. Moi, mon père, il a 12 garçons. Voilà, du côté de la maman, on est 4. Du côté de mon papa, on est 12. Okay. Voilà, donc je peux dire que je suis issu d'une immense famille. Tu n'as pas de sœur? J'ai une seule sœur du côté de ma mère. Voilà, tout le reste, c'est que des frères, que des hommes. Voilà. Toi, Josh Moi, mon papa a une seule femme, 6 enfants. Wow. 4 garçons, 2 femmes. Wow. Okay. Mais moi, mon papa n'avait pas 2 femmes quand même. Hein. Mais je parle de moi, c'est Il va tout gâter. Ok. Kadiatou, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire en tant que Benjamin? Déjà, je suppose que la situation est différente par rapport à un premier enfant et par rapport à la Benjamin. Comment toi, tu as vécu ton enfance entourée d'autant de frères et sœurs? Oui, déjà, du côté de ma maman, j'ai 4 frères et je suis la seule fille. Wow. Donc, du coup, je me sens vraiment gâtée. Je me sens protégée surtout parce que des fois, quand j'ai des problèmes, en fait, c'est mes frères, je contacte directement et je me sens vraiment chouchoutée. Donc, du coup, je vis très bien dans ma famille. Mes frères et sœurs, du côté de mon père, il y a la solidarité, il y a l'amour, il y a la protection. Donc, du coup, ça va. Et en grandissant, tu te sentais aimée, tu te sentais bien protégée. Sûr, oui, protégée, aimée et tout par mes frères et sœurs. Ouais. Toi, Zakaria, tu parlais d'un système familial assez différent parce que tu as grandi plutôt avec tes oncles, mais en étant enfant unique auprès de ta mère, est-ce que tu as ressenti aussi l'amour dont Kadiatou parle, cet entourage-là? Oui, après, j'avais des sœurs, des cousines, des cousins. Okay. Par exemple, en petite enfance, dès l'âge de 7 ans, je partais en vacances à Kamsar. Je suis un de mes oncles que je salue au passage. Il a été très présent pour moi. Donc après, je n'ai pas senti ce vide paternel. La chaleur paternelle, c'est ce qui me manque le plus. Souvent, quand, par exemple, le jour de ma remise à l'université, j'aurais tellement voulu qu'il soit présent. Et Dieu l'a décidé autrement. Parce que même mon choix à l'université, je l'ai fait par, je dirais pas que c'est un suivisme, mais je l'ai fait par passion paternelle. À la base, il était juriste. Je me suis dit, forcément, je vais le faire aussi. Et la maman s'est beaucoup investie pour moi dans mon éducation, en étant très rigoureuse et toujours présente pour moi. Et je me rappelle quand je passais l'examen d'entrée en 7e année, le sujet c'était sur la résistance africaine. Okay. Quand on a fini, je suis venu, je lui ai fait le rapport. Elle m'a dit, bon, comment tu as fait la dissertation? Parce qu'elle s'investissait beaucoup pour moi. J'échangeais activement avec elle. Tout ce que je faisais à l'école, une fois à la maison, j'avais un prof de révision, mais je lui disais tout le temps ce que j'ai eu à faire à l'école. Donc cette enfance, ça m'a beaucoup plus rapproché d'elle. L'absence du père, ça m'a beaucoup plus rapproché de ma maman et de mes oncles. C'est une belle histoire. Et quelque part, ça donne de l'espoir aussi parce que on rencontre souvent des femmes. Des fois, ce n'est même pas que le mari décède, mais après un premier enfant, il y a des problèmes de santé qui arrivent et elle n'arrive pas à en avoir un autre. Donc, elle se retrouve avec juste un enfant. Et j'ai l'impression que les familles à enfants uniques sont stigmatisées. On les pointe du doigt en disant de toute façon, tu n'as pu faire qu'un enfant, tu n'as rien à nous dire, etc. Comme si avoir un seul enfant, c'était être moins une mère que quelqu'un qui en a 4, 5 ou 6. Ou une fatalité. C'est ça. Et c'est ou une fatalité. Ce qui est totalement ridicule parce que chaque famille est différente. Et on le voit bien en t'entendant quand tu en parles. On ressent l'amour que tu as vécu, que tu as ressenti en grandissant. Donc au final, c'est un bon message à faire passer. Alors moi, j'aime poser des questions aux femmes. Donc je vais me tourner vers Kadiatou. La relation avec tes frères, est-elle vraiment fusionnelle ou il y a des hauts, il y a des difficultés entre frères? Bon, je dirais, je vais pas appeler ça difficulté parce que ça, c'est avec tout le monde en fait. Quand tu vis avec une personne, c'est vrai que deux fois, vous pouvez vous entendre ou pas. Il y a deux fois, je ne dirais pas quereller, mais c'est vrai que avec mes frères, par exemple, on s'entend super bien. Quand j'ai des problèmes, c'est les premiers que j'appelle. Quand tout ce qui m'arrive, en fait, c'est eux. Je consulte même avant ma mère. Donc, du coup, on est vraiment proches. Mais deux fois aussi, on se prend la tête.
on se prend la tête parce que déjà que je suis la Benjamine, je suis la seule fille, donc du coup, ils supportent mes caprices et tout. Donc, et ça fait que 2 fois, mais on s'aime on s'aime bien, on se soutient, on passe assez de temps ensemble. Donc, voilà. Et des fois, cette envie de te protéger qu'ils ont, ça ne dépasse pas les limites des fois? Non, maintenant que... Avant, oui. Mais maintenant que je dis que j'ai grandi, donc bien sûr qu'ils me protègent, mais j'ai aussi ma liberté, en fait. J'ai ma liberté vu que je les consulte pour tout. Donc, ils ont confiance, voilà. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aurai 28 ans en décembre. Ok. C'est Mieni, tu as entendu? Ah oui. D'accord. C'est une collègue. Oui. Oh là là. Voilà. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous raconter d'un jour où, par exemple, cet esprit de protecteur là t'a coûté bon. quelque chose? Oui. Je dirais que une fois, en fait, avec les voisins, je venais du boulot et tout, et il y a mon voisin qui avait garé juste sa voiture à l'entrée. Donc, j'étais venue fatiguée, j'avais faim, je voulais rentrer et tout. Donc, j'ai demandé à ce qu'il déplace la voiture. Mais le monsieur, en fait, il a retardé dans la maison avant de sortir et tout. Donc, du coup, je me suis prise la tête avec lui. On s'est disputé. Et j'étais en pleurs, en fait. J'ai appelé mes frères. Et il y a un qui travaille, qui est à Fria. Il vit là-bas, il travaille là-bas. Donc, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Il me dit, OK, calme-toi. Je reviens à Conakry dès demain pour lui casser la gueule et tout. Et après quelques jours, je l'appelais pour autre chose, en fait. Mais dès qu'il a décroché, il me dit, dis-moi, qui t'a fait pleurer encore? Je lui dis, non, ça va, t'inquiète. C'est bon, c'est réglé. Donc, du coup, ça partage de l'amour, là. Surtout quand tu es une fille et que tu as des frères. Je ne sais pas si, Georges, toi aussi, tu es protecteur comme ça avec tes sœurs, qui sont tes grandes sœurs. Oui. Mais tu te sens protecteur aussi envers? Oui, je l'étais beaucoup plus avec celle qui vient juste avant moi. Ok, d'accord. Parce que elle et moi, on a étudié ensemble. Okay. Quand j'étais allé pour le master, j'étais avec elle. Donc, c'était comme ma femme à la maison, voilà. Et un jour, on était en classe, quelqu'un a dit un mot que elle n'a pas vraiment considéré. Mais moi, sur le coup, j'ai réagi. Wow. Elle me dit, faut plus faire ça, s'il te plaît. Je dis, mais c'est normal, c'était pas de ma faute. Mais même avec mes frères, je suis beaucoup protecteur. Quand on fait une action sur moi, moi, je laisse tomber la plupart du temps. Mais quand c'est sur eux, je joue pas. Surtout avec mon petit frère, parce que moi, je suis l'avant-dernier. Mon petit frère, il y a 12 ans entre lui et moi. Wow. Donc, je le surveille beaucoup. Souvent, quand il rentre pas aussitôt, tu es où? Pourquoi tu es son premier parent. Voilà. Avant même les parents. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, avec tous les frères, je suis beaucoup protecteur. Voilà. Bon, moi, de mon côté, j'ai eu de nombreux grands frères, on va dire, mais pas sur le plan protectif. Parce que moi, je suis pas du genre des petits frères qui appellent les grands frères pour... Non. Parce que moi-même, j'ai honte même de dire à mon frère que j'ai besoin de son aide. Voilà, moi, j'ai toujours été le petit frère qui voulait prouver au grand frère qu'il était plus que lui. Non, pas responsable même, c'est trop choquant même. Je dis plus que le grand frère. Donc, même si on me bastonne, quand mon frère me demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit non, j'ai tapé le gars et puis voilà. Mais dans mon cœur, j'ai mal, tu vois un peu. Donc, vu qu'on a vécu dans ce genre de famille-là où il y a côté papa, côté maman, donc moi, j'avais une question à poser à Zakaria, vu qu'il est unique du côté de la mère et que ils sont beaucoup du côté du papa. Est-ce que les parents ne vous traitent pas différemment entre toi et tes autres frères? Est-ce que le papa ne se dit pas, bon, lui, vu qu'il a sa mère à lui seul, l'autre des autres, est-ce qu'il n'y a pas une différence dans le traitement, en fait? En tout cas, quand il était en vie. Non. Un père attachant. Je ne l'ai pas bien côtoyé, parce que j'étais jeune à 5 ans déjà, ça c'est l'enfance. Mais d'après ce que mes tantes m'ont dit sur lui, ses sœurs, il n'a jamais cautionné l'inégalité. Il a toujours œuvré dans le sens de rassembler la famille. D'où il a toujours dit, un adage d'un philosophe français, René Descartes, que tout passe mais la famille demeure. Il l'a toujours dit. Il a véhiculé ce message, il a insisté à ce qu'on le pérennise dans la famille. Et il s'est beaucoup investi dans ce sens.
Ok. Et vous, Kadiatou, vu que vous êtes la fille unique, la seule fille d'abord, on va dire, que vous avez que des frères, une équipe de football, hein, des beaux frères très costauds et tout, est-ce qu'il n'y a pas un traitement de différence à votre niveau et au niveau de vos frères? Est-ce qu'on ne se dit pas, bon, comme Kadiatou, c'est la seule fille, faut qu'elle bénéficie de certaines faveurs par rapport aux autres frères, en fait? Je dirais non. Du côté de ma maman, en fait, elle montre toujours le même amour, tu vois. C'est toujours la même chose, mais je suis un peu imposante. Enfin, quand je suis avec ma mère, je veux toujours que ça soit moi, quoi, que je passe toujours la première. Ton côté bébé gâté sort. Oui, ça sort. Donc, du coup, sinon, c'est la même chose, en fait. Elle nous traite tous de la même façon. Donc, elle partage le même amour, en fait. Ouais. Mais moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est le même récit pour tout le monde. Le fait d'avoir une grande famille, beaucoup de frères et sœurs, ça a été plutôt positif pour nous. Mais je pense que c'est important aussi de mettre en lumière ton témoignage, Zakaria, parce que la question de Sémini revenait sur le fait que s'il y avait une différence de traitement par rapport au papa, mais et après son décès, est-ce que tu as ressenti une différence de traitement par rapport à comment la famille traitait tes autres frères et sœurs par rapport à toi, vu que toi, tu étais le seul enfant de ta maman, ou tu n'as jamais ressenti cette différence? Ben après, moi, je dirais ils se sont tous rapprochés de moi, sachant que je suis unique. Et j'ai un grand frère qui vit à Paris. Celui qui me précède, il m'a dit une fois, Isaac, ne te sens pas seul. Parce qu'il m'appelle tout le temps Zach. Il dit, ne te sens pas seul. On est tous là pour toi. Dis pas que tu es enfant unique côté maternel et que tu n'as pas de frère et soeur. Ta mère, c'est ma maman. Il est très actif chez moi. Il vient tout le temps rendre visite à ma maman. Donc, pour répondre à la question de Sémini, il n'y a pas cette chose présente dans ma vie. Moi, je n'ai pas senti ça. Dire que, ouais, ils sont là, ils ne sont pas présents pour moi. Les coups de fil sont fréquents, d'autres sont à l'extérieur. Ceux qui sont présents ici, on se retrouve lors des réunions de famille. On échange. Les jours de fête, ça, c'est obligé. Il faut aller en famille, se revoir et tout. Donc, il y a cette chaleur humaine qui est là. Ça ne bouge pas, quoi. Effectivement. Alors, la question sera à vous deux. Avez-vous des anecdotes sur vos familles différentes? Des petites histoires marquantes de vos vies de famille? Bon, je pense que moi, j'ai déjà répondu. Cette anecdote du portail avec la voiture garée. Mais est-ce qu'il y a, à part ça, une autre histoire que tu retiens de ton enfance de ton enfance, peut-être? Bon, je dirais pas peut-être le jour où tu as quitté l'école en pleurant. Je sais pas. Non, ça s'est pas passé, non. Quand tu as lancé ton business, par exemple? Oui, comment ils ont reçu cette nouvelle? Oui, ça, par exemple, je dirais, pour mon premier défilé d'ailleurs, il y avait mes frères étaient là, mes sœurs aussi. Et c'était ma première fois, en fait, de monter même sur scène, sur le podium et tout. Je tremblais. Déjà, j'étais en talons. J'ai enlevé mes talons parce que j'avais vraiment peur. Et quand je suis montée, les gens, tout le monde applaudissait et tout. Il y a mon frère qui est venu, il jetait de l'argent comme ça et tout. Après, j'ai dit, j'avais le micro, mais j'ai dit, donne-moi l'argent. Donne-moi un peu. Et tout le monde a rigolé. Mais quand même, tout le monde était là. J'ai vraiment senti qu'ils me soutenaient et ils étaient là pour moi, en fait. Et toi, Zakaria, tu parlais de ta remise de diplôme à laquelle, malheureusement, ton père n'a pas pu assister. Mais tu as ressenti le soutien quand même du reste de ta famille? Ah oui. Ils se sont beaucoup mobilisés pour moi. Les oncles, côté maternel, les oncles, côté paternel. Mais après, quand mon chef de département m'a appelé, parce qu'à la base, j'ai fait le droit public international. Il m'a appelé, j'ai été 6e de ma promotion en 2011. Il me dit, Zakaria Kaloga. La première chose qui m'est venue en tête, c'était brandir le diplôme et aller présenter à mon père. J'ai fondu en larmes. Après, je me suis vite ressaisi. Je suis allé vers mes tantes. La maman était présente, ses sœurs et tout le monde. Je leur ai présenté le diplôme. Après la nuit, j'ai ressenti ce vide. Parce qu'il paraîtrait, il voulait coûte que ses enfants s'investissent beaucoup dans les études. Mais après, tout ce que Dieu fait est bon. La seule chose que
je souhaiterais dire sur ce plateau, aimons-nous vivants. C'est très important. Et les personnes qu'on a eu à perdre sur Terre, là, ils ne sont pas là, hein, mais nous regardent de là-haut. Et moi, je suis fier d'être le fils de mon père. Très beau message. C'est un fort message. Ouais, un très, très beau message, très fort message. Et ça revient à ma question suivante. C'est vrai que dans l'entame, j'ai parlé de la situation économique, sociale du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recommanderait à la jeunesse par rapport aux cellules familiales qu'ils aimeraient créer? J'ai eu des discussions avec beaucoup de jeunes femmes qui ont décidé, par exemple, avec leur mari, qu'elles n'auraient pas plus de 2 enfants. Parce qu'elles considèrent que aujourd'hui, économiquement parlant, c'est compliqué d'éduquer plus de 2 enfants. Vu la conjoncture. Vu la conjoncture, exactement. Il y en a certaines même qui se disent 1 enfant, mais à cause de la pression familiale, elles se disent, est-ce que je réussirai à garder cette décision-là que j'ai prise en disant, je me limite à 2 enfants, ou est-ce qu'on m'obligera un peu quelque part à faire plus de 2 enfants et au final, on ne m'aidera pas à m'en occuper financièrement, à s'en occuper financièrement. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, en 2022, là, qu'est-ce qu'on recommanderait aux jeunes couples qui se cherchent aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent faire autant d'enfants qu'ils veulent et gérer après, ou il y a une limite que vous leur recommanderiez? Bon, moi, je dirais ça dépend de leur situation, en fait. Déjà, pour un jeune couple, c'est à eux de voir, en fait, le nombre d'enfants qu'ils pourront vraiment supporter, je dirais, leur éducation et la santé et tout, quoi. Donc, ça dépend vraiment du couple. Si vous savez que vous avez les moyens de prendre en charge 5 enfants, pourquoi pas le faire si vous le voulez. Mais si vous savez vraiment, ça dépend aussi de la planification, en fait. Même si vous travaillez, vous savez que dans une année, j'aurai telle somme, ou bien je serai financièrement stable et que je peux prendre soin de 2 ou 3 enfants, pourquoi pas le faire? C'est vrai. Donc, moi, c'est un peu ma vision sur... Zakaria, ton avis? Ben, comme elle l'a si bien signifié, ma sœur, moi, je pense que tout dépend du planning. Hein. Ça doit être au centre du couple, surtout pour les jeunes couples. Après, bon, moi, je suis affectueux, j'adore les enfants. J'ai une fille que j'embrasse au passage. Elle aura 2 ans le 22 décembre. Oh, wow. Ouais. Mais après, les enfants, c'est une bénédiction divine. Il ne faudrait pas que vous ayez des enfants et ne pas pouvoir s'en occuper. L'enfant de nos jours, avec la cherté de la vie, tout ce qui va avec, avant de s'investir, il faut bien faire un planning. Avec sa compagne, si vous êtes célibataire, ou sa femme, si vous êtes marié, vous devez aller sur des bases. Parce qu'il y a le côté pédagogique, il y a le côté alimentaire, il y a un suivi médical, c'est des charges. Donc, tout réuni, il faut que ça soit adéquat et il y ait une synergie entre le couple parce qu'il faut que vous vous assistez mutuellement. Donc, c'est pour moi la conception de la petite famille, quoi. Et toi, Sémini, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que d'abord, avoir des enfants, c'est un truc qui se planifie, qui se prévient, qui se prépare. Et je ne peux pas dire qu'il faut avoir des enfants quand on a les moyens, parce que c'est comme si on disait que ceux qui n'ont pas de moyens n'auront pas droit à des enfants. On fait des enfants en fonction de nos besoins. Vous pouvez exiger avoir 2 enfants et vous faites 2 filles. Et il y a le mari qui exige avoir, bon pas qu'il exige, mais qui souhaitera avoir un homme. La femme ne peut pas se limiter qu'aux 2 petites filles. Elle va essayer d'avoir un 3e en espérant avoir un garçon. Mais précisons ici, c'est pas pour te couper, précisons ici que la génétique fonctionne de sorte à ce que quand il y a des filles, ça vient de l'homme. Quand il y a plus de filles ou plus d'hommes, ça dépend des gènes de l'homme. Précisons-le. Ce n'est pas la femme. Si ici un monsieur a 5 filles, ce sont ses gènes qui lui ont donné 5 filles, pas les gènes de la femme. Non, moi je parle même pas de qui est responsable. Parce que ça arrive souvent que les hommes demandent, par exemple, oui, non, ma femme, elle m'a pas fait de garçon. Puis ils vont épouser une autre femme et elle fait encore des filles. Non, moi je suis pas pour ceux qui pensent que c'est la femme qui décide du sexe de l'enfant, d'accord? Moi je parle seulement dans le fait où on fait un enfant dans la mesure où on peut s'en occuper. Tu vois, moi je fais 3 enfants, je vois que le 4e ne me dérange pas, je fais un 4e. Je sais que le 5e ne me dérangera pas, je fais un 5e. Mais voilà. Ne te dérange pas comment?
Parce que je pense que sur le plan financier et sur le plan Ok. attentif. Il faut que, Voilà. faut que tu aies le temps aussi pour ton enfant. Faut L'argent seul présent ne pour suffit l'enfant. pas. Faut être Voilà, présent moi pour j'ai lui. connu des gens qui ont dit à leur femme catégoriquement de ne plus faire d'enfant parce que le nouveau boulot que j'ai eu Ouais. ne va pas me permettre de m'occuper de lui, Ouais. d'être attentionné, d'être toujours présent, aller suivre ses matchs, aller suivre ses remises de diplôme. Oui. Il y a plein de petits trucs qu'il faut faire. Et la plupart des parents ne pensent pas beaucoup à ce genre de trucs-là. Voilà, il suffit juste de mettre là-bas et puis attendre. C'est C'est ce qui est grave. C'est important parce que même des personnes qui sont aisées financièrement Mhm. peuvent ne pas avoir le temps Mhm. ou l'attention nécessaire Bien à sûr. éduquer un enfant. Et ça, c'est terrible parce que cet enfant grandit sans amour autour de lui, sans reconnaissance, en tout cas sans l'implication d'un des parents. Mhm. Parce que la maman, physiquement même, elle est obligée de s'occuper de l'enfant dès le départ. Donc physiquement, elle est déjà impliquée dans la vie de l'enfant. Ouais. C'est vrai que du côté du papa, il n'a pas autant cette pression-là, mais c'est important qu'il soit présent. Et moi, ce que je pourrais dire peut-être aux jeunes couples, c'est on ne fait pas des enfants parce qu'on en a envie à ce moment-là, mais parce qu'honnêtement, on peut. Très franchement, surtout avec la nouvelle conjoncture. Ouais. On va pas juste faire des enfants pour dire « Ah, ok, ma femme a fait des enfants, j'ai un fils. Ah, j'ai une fille. Je suis papa, je suis maman. » Mais aujourd'hui, est-ce que tu as le temps d'amener ton enfant chez le pédiatre? Est-ce que tu as le temps de l'amener à l'école? Est-ce que tu as le temps de faire ses devoirs avec lui? C'est ça. Est-ce que tu as le temps de passer des week-ends avec lui? Au final, ça sert à quoi? On ne fait pas juste des enfants pour avoir une descendance. Non. Il faut aussi leur inculquer des valeurs, leur inculquer... toi, par exemple, Josh, tu parlais du fait que ton père n'a qu'une seule femme et que vous êtes 6. Mais tu peux aujourd'hui me raconter des discussions que tu as eues avec ton père, des sujets importants que tu as abordés avec lui, parce qu'il a eu le temps Oui. d'avoir ces conversations avec toi. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas te dire aujourd'hui, ah, la dernière conversation qu'ils ont eue avec leur père ou la dernière conversation importante qu'ils ont eue avec leur mère. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en compte avant de prendre cette décision de fonder une famille. Oui. Ouais. Moi, bon, vu que les autres ont parlé, je crois que je dois donner aussi mon avis. Moi, je ne limite pas les naissances. Je ne dis pas, non, il faut avoir 2 enfants, il faut avoir 6 enfants. Ouais. Des gens parlent de bénédiction. Ouais. Mais il faut savoir que la bénédiction, ce n'est pas seulement les enfants. La bénédiction part aussi avec les moyens qui accompagnent ces enfants. Effectivement. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas béni à un certain niveau en termes de moyens, je crois qu'il faut limiter les naissances. Parce qu'il ne faut pas avoir des enfants. Après, vous ne pouvez pas prendre soin d'eux. Effectivement. Les enfants ont besoin d'une vie, les enfants ont besoin de grandir, d'être émancipés sur tous les plans. Donc, il faut prendre en compte tous ces aspects si vous voulez avoir des enfants. Tout à fait. Moi, avant, je me disais, il me faut une équipe de foot. Ouais. Mais au fil du temps que je grandis, je me dis, non, le monde là, si tu as plus que 2, déjà, c'est un problème. Ouais, n'est-ce pas? ouais. Donc, si tu n'as pas les moyens de prendre en charge tes enfants, c'est mieux de limiter. Il ne faut pas faire des dégâts. Il ne faut pas avoir des enfants de rue. Il ne faut pas avoir des enfants voleurs. Ouais, parce exactement, que exactement. Donc, les il enfants faut- à qui tu n'as pas donné assez d'attention et qui sont allés la chercher ailleurs, ailleurs, dans oui. des vices, dans des problèmes, les vols, etc. Et la dernière fois même, j'en parlais avec mon mari parce qu'on regardait un documentaire sur les familles riches du monde. Et la majorité des familles riches qui ont construit, qui ont investi, ce sont des Blancs, ce sont des étrangers. Et on s'est demandé, mais pourquoi? Et on a commencé à avoir le constat, ils ont maximum 2 enfants. Des fois même, il y a 10 ans, 15 ans entre les 2 enfants. C'est comme si, au début de leur mariage, ils ont fait leur enfant d'amour, et puis ils se sont dit, on veut grandir financièrement, donc on arrête d'abord. Ils ont construit leur empire, et après, ils ont fait leur 2e enfant, ou leur 3e enfant, ou leur 4e enfant. Parce que tu remarques qu'il y a une grande différence d'âge entre L'intervalle. les premiers et les autres. Et j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, c'est peut-être ça la solution au final. Parce que si chaque année tu as un enfant, si chaque année tu as une nouvelle bouche à nourrir, comment tu fais pour économiser? Comment tu fais pour investir? Comment tu fais? À moins que tu sois payé vraiment, que tu aies un salaire vraiment Un salaire colossal. incroyable, c'est ça? Et tu vois l'avantage Comment tu avec fais? ça, quand le premier, par exemple, il y a un intervalle de 12 ans, par exemple, entre les deux, le premier déjà peut prendre soin de son petit frère ou de sa petite sœur. Effectivement. D'où je Donc, ça connais fait- beaucoup d'exemples. Ouais. Par exemple, ceux que vous venez d'énumérer. C'est pourquoi, à l'entendre, elle a parlé de planning. Ouais. Moi, je connais beaucoup de familles. L'aîné Mhm. à la charge du Benjamin. Ouais. Ouais. Financièrement, les Effectivement. études. Oui. Et il l'a fait voyager aujourd'hui, il vit Ouais. à l'étranger. Ouais. Il s'investit activement pour lui. Tout à fait. Exactement. Tout ça est dû à quoi? Parce qu'ils ont respecté, Ils ont espacé. voilà, ils ont espacé les naissances. Mhm. Donc, c'est pourquoi il faudrait beaucoup plus que le planning soit au centre
du couple. Ouais, du couple, et ne pas avoir une femme aussi... Tu sais, moi, oui, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mon master, par exemple, pas que le master, mais dès que je suis allé à l'université, c'est mon frère qui a pris tout en charge. Okay. Et jusqu'aujourd'hui, il fait beaucoup. Même quand je veux avoir une autre formation, il dit, bon, si c'est formation, c'est moi, je gère. Donc, il est dans ça, il est à fond. Ouais. Donc, moi, je me dis, si mon grand frère a fait cela pour moi, j'ai le devoir de faire ça aussi pour mon petit frère ou pour un neveu ou une nièce. Effectivement. Donc, c'est comme ça marche quoi, en famille. C'est vrai. Par exemple, entre ma petite sœur et mon grand frère, le plus grand, il y a 9 ans. Donc, lui, il est devenu papa, tout ça, avant même qu'elle ne finisse les études. Donc, c'est vrai que des fois, quand on parle de qui a élevé ma sœur, on parle plus de nous, ses grands frères, parce qu'elle a quitté le cocon familial très tôt. Quand nous trois, on est allés, parce que nous, il y a 2 ans, j'ai 2 grands frères et une petite sœur, et il y a 2 ans entre mon plus grand frère et le deuxième, il y a 2 ans entre le deuxième et moi, mais entre ma sœur et moi, il y a 5 ans. Donc, à ce moment-là, nous, on est allés presque en même temps à l'étranger pour étudier, et elle s'est retrouvée toute seule ici avec les parents. Donc, ce qu'ils ont préféré faire, ils se sont dit, bon, là où on est, on n'a pas vraiment le temps ni l'énergie de s'occuper d'elle, on va l'amener chez ses frères. Donc, elle est venue, elle, très tôt, pas quand elle a eu le bac, mais quand elle avait 12-13 ans. Donc, c'est nous qui l'avons élevée. C'est nous qui l'avons... Maman Esther, quoi. Elle est très attachée. Voilà. Moi, je l'appelle toujours mon premier enfant. Je dis, ça, c'est mon premier enfant, etc., etc. Pourtant, il n'y a que 5 ans entre nous. Mais à cause de la situation dans laquelle on nous a mises, où je l'ai élevée, j'ai surveillé ses fréquentations, je faisais attention si elle travaillait bien à l'école. Je jouais le rôle de la maman, en fait. Et aujourd'hui, quand elle a un problème, quand elle a besoin de conseils, elle n'a pas comme premier réflexe forcément d'aller voir mes parents, mais plutôt moi. Elle va m'appeler, elle va me dire « Ah, Esther, il y a ci, il y a ça ». Et c'est vrai que ça crée un sentiment d'attache et tu te dis que tu as un meilleur ami, une meilleure amie sur Terre à vie. Une confidente. Un confident, une confidente. Et peut-être que c'est ce qui donne envie aux gens d'avoir plus de 2 enfants, plus de 3 enfants. Moi, en tout cas, je sais que c'est ce qui me motive. Je me dis, j'aimerais aussi que mes enfants aient cette cellule familiale où ils ont des grands frères, des petites sœurs, qui aient ce lien-là. Mais au final, si financièrement ou socialement, je ne peux pas, je ne vais pas infliger ça à mes enfants juste parce que j'ai envie d'avoir 4, 5 enfants. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Yes. C'est très important parce que souvent, il y a des parents qui font des enfants. Après, ils se disent, bon, on a l'impression que notre fille a besoin d'un frère. Pas une sœur, on précise, on dit, c'est une mère de dire à madame, arrange-toi, il faut me faire un garçon. Tu comprends, c'est des paroles en côte, quoi. Et quand malheureusement ça revient encore, moi j'ai mon frère qui a 3 filles. Et il a une 4e encore, qui a une fille encore. Il a essayé de faire ça au cas où, mais c'est une fille qui est sortie là-bas encore. Donc elle m'a lui dit que tu le veux ou non, tout ce que tu as fait aux enfants des gens, ton frère te suit, hein? On va se venger. Mais moi, je veux qu'il me suive. Donc, je lui lance un message en même temps. Et dit, si tu vois que c'est que des filles, c'est que c'est un message de Dieu. Il m'a dit que ce que tu as fait aux filles des gens. Et on dit souvent ça aussi. Hein. Mais oui, c'est les bandits qu'on a fait. Ça n'a rien à voir. Moi, je me dis, quand Dieu donne une fille à un homme, c'est une chance. Sans guise de reconnaissance, c'est une chance. C'est une grosse chance, je suis d'accord. La femme est synonyme d'ouverture. Et après, souvent, c'est des gens qui excellent vite. Oui, effectivement, je suis d'accord. Ils excellent vite. Et c'est moi, si tu me demandes, tu veux combien d'enfants? 3 filles, 1 homme. Je suis d'accord. Et si on te demande les gens se focalisent beaucoup plus pour le côté héritage et la relève. Quand le père de famille est là, il se dit, la femme ne peut pas assurer le lien familial et gérer la famille. Il faut qu'il y ait un homme. C'est pourquoi les gens veulent plus un homme comme enfant ou premier enfant. Premier enfant, voilà, il est appelé à se marier et elle va aller dans son foyer. Tandis que l'homme, il peut prendre la relève, la place du papa. Mais honnêtement, aujourd'hui, je trouve que les choses changent. Justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, la mentalité change. Les gens ne pensent plus comme avant. Les parents d'avant, ils exigeaient. Il y en a d'autres même qui prenaient jusqu'à 2, 3 femmes, 4 femmes pour avoir les hommes, vous voyez. Mais aujourd'hui, je me dis que la mentalité a changé. Les gens ne pensent plus comme ça, en fait. En tout cas, on trouvera toujours des gens qui continuent à penser comme ça, mais ça avance petit à petit. Et aujourd'hui, on voit souvent aussi des jeunes femmes
qui, elles sont certes mariées, mais elles perpétuent l'héritage de leur papa. Ouais. Elles ont repris l'entreprise, elles ont repris le business qu'elles gèrent très bien. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'avec l'ouverture du monde, on ne peut pas vraiment dire qu'un homme ferait mieux le travail qu'une femme ou qu'une femme ferait mieux ce travail qu'un homme. Claire. Juste, on accepte ce que Dieu nous donne et puis on met les mêmes chances de côté pour nos filles que pour nos garçons. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, aujourd'hui, la fille que tu minimises, là, c'est peut-être elle qui sera la présidente, la première présidente de la Guinée. Et il y a des pères de famille qui sont plus focus sur les filles. Oui, c'est vrai. En disant que il y a des hommes qui vont investir, qui vont même pas réussir. À la base, il se dit, comme il y a un vieux sousou chez nous, qui disait, il dira, mais fouillanteni là. Un bon sousou, quoi, que c'est des vauriens. Que la femme est source de richesse et de persévérance. Mais lui, il était beaucoup plus focus avec ses filles. Aujourd'hui, il a une fille qui travaille à la pipe. Et je vois en elle qu'elle a pris le flambeau de son papa, parce que le vieux est âgé. C'est des voisins à la maison. Et tout ça pour dire qu'au final, le sujet du jour, c'était grande ou petite famille, quoi recommander à la nouvelle génération. Faites-le, mais en réfléchissant bien à vos conditions de vie, à vos conditions financières, à la conjoncture aujourd'hui. Et pas seulement parce que vous avez envie d'avoir une maison remplie, mais il faut que la maison soit remplie aussi d'amour, d'attention, de temps et surtout d'implication. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci aux invités d'avoir partagé cette causerie avec nous. Moi, j'ai adoré écouter vos histoires. On aurait pu faire ça pendant 2 heures. Je n'aurais pas senti la différence. C'est clair. Et merci à Josh et Sémini aussi. On est comme ça. Vos petites anecdotes de famille. Quand même. Toi, fils de 12 frères. Ah, peut-être même il y a 14, mais on n'est pas au courant. C'est les parents d'avant, là. Ils te font 2, 3 à côté, personne n'est au courant. Moi, j'ai connu ma soeur à l'âge de 26 ans. Moi, j'avais 26 ans quand j'ai connu ma soeur. Et mon papa qui me dit, voilà, ça c'est ta soeur. Voilà, il dit oui. C'est dit au moins. Bah, tu vois là, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup aux téléspectateurs. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de la causerie du midi. Bye. Merci. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.